Dans ce chapitre, on va parler de vecteurs du point de vue géométrique. On va définir c'est quoi un vecteur déjà, et puis quelles sont ses propriétés, comment additionner ou soustraire des vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire ou une constante réelle, la multiplication de deux vecteurs, ce qu'on appelle le produit scalaire, etc. Concrètement, donc, un vecteur, c'est un segment de droite orienté. Un segment de droite orienté. Donc, ces caractéristiques sont la norme, qui est la longueur de ce vecteur. Parfois aussi, on parle de module. Une direction et un sens. La direction, c'est la droite qui porte le vecteur, ou toute autre droite parallèle constitue la direction. Voilà, donc c'est ça la direction. Et un sens c'est désigné par une flèche. C'est l'orientation du vecteur désigné par une flèche. Donc, dans le langage usuel, il arrive qu'on confond direction et sens. Vraiment ici, la direction a deux sens. Okay? Un vecteur peut être désigné par une lettre alphabétique. Par exemple, si je peux appeler ce vecteur V, je mets une flèche au-dessus pour dire que c'est un vecteur. Ici, je donne un nom au début et à l'extrémité du vecteur, au point début et point extrémité du vecteur, donne AB. Je peux écrire le vecteur AB. Donc, je peux écrire le vecteur V, si je lui donne le nom V, je peux dire c'est le vecteur AB, vu que le vecteur, son début c'est le point A, son extrémité c'est le point B. Et lorsqu'il y a égalité entre deux vecteurs, on a le droit d'utiliser le symbole égal, en écrivant les choses comme ça. Et deux vecteurs vont être égaux finalement, s'ils ont le même module ou la même norme. La norme du vecteur dans ce cas-là, la norme, elle va être notée comme ça. Donc c'est le vecteur V entre voilà, deux barres d'un côté, deux barres de l'autre. C'est le symbole qu'on utilise pour la norme. Pour la norme, c'est le symbole qu'on utilise. Le vecteur nul, par exemple, si je prends le vecteur dont l'extrémité et le début c'est le même, le vecteur nul, ben, on le note comme ça, 0 avec une flèche au-dessus. Et pas 0 tout court, attention, 0 tout court, c'est un nombre réel. 0 une flèche au-dessus, c'est un vecteur. Donc, deux vecteurs non nuls, U et V, sont dits égaux s'ils ont la même norme, la même longueur, même direction et même sens. Par exemple, si on prend le vecteur U et le vecteur V, ils sont égaux. Leur position dans l'espace n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est la norme, donc la longueur, on voit que c'est égal, hein, on peut le mesurer. La direction, c'est la même. En tout cas, les droites qui portent ces deux vecteurs sont parallèles, donc c'est la même direction, parce que la position de la droite n'a aucune espèce d'importance. Ils ont la même direction et ils ont le même sens. On voit qu'ils ont le même sens. Donc la position du vecteur dans l'espace n'a pas d'importance. Ce qui est important, sa longueur. On voit que si c'est la même longueur, ils ont la même direction et le même sens. On dit qu'ils sont égaux. Les vecteurs sont égaux. Et on peut écrire, par exemple, U égale V dans ce cas-là. Exemple de vecteurs égaux, on regarde ici dans le plan cartésien, on a trois vecteurs. Ils se retrouvent dans des positions différentes dans l'espace. Notamment le point de départ des vecteurs n'est pas le même. Le point d'arrivée n'est pas le même. En revanche, ces trois vecteurs sont égaux, puisqu'ils ont la même norme, la même longueur, la même direction, c'est-à-dire les droites qui les portent sont parallèles, et ils ont le même sens. Si on prend la deuxième figure ici, on voit bien que AB est égal à DC.
En revanche, AB n'est pas égal à CD. Si je comprends le vecteur AB qui est là, et CD, c'est le vecteur qui va comme ça. Ils ne sont pas égaux, bien sûr. AB et CD ont la même norme, la même direction, mais ils ont des sens opposés. Le vecteur AB, son sens, il est comme ça, et l'autre, son sens, il est comme ça. Donc le vecteur AB est différent de CD. On peut écrire, on verra plus tard, on pourra écrire c'est égal à moins CD. Égal moins CD, qui est égal à DC. On verra plus tard. Multiplication par un scalaire. J'anticipe un petit peu. Donc on a vu que AB, c'est la même chose que DC. Si je veux l'écrire avec CD, je dois écrire moins CD. On dit dans ce cas-là que AB, c'est l'opposé de CD. Puisque c'est moins CD, donc AB égale l'opposé, le vecteur opposé de CD. En fait, le vecteur opposé de n'importe quel vecteur B, son opposé c'est moins B. Parlons maintenant des opérations sur les vecteurs. On va commencer par la multiplication par un scalaire. Un scalaire, c'est un nombre réel. Donc, multiplier un vecteur par un nombre réel. La multiplication par une constante k a tendance d'allonger le vecteur ou de le raccourcir. Donc, si vous avez un vecteur quelconque, I, je l'appelle I par exemple, ou V, si je multiplie par 2, c'est-à-dire 2V, eh bien, je vais avoir un vecteur comme ça, qui vient de rallonger le vecteur V. Donc ce vecteur W ici, on peut écrire W égale 2V. C'est la multiplication du vecteur V par le scalaire 2, par la constante 2. Si je multiplie par 1 sur 2 par exemple, eh bien, la tendance, la multiplication va raccourcir le vecteur. Donc ici, ce vecteur, on va l'appeler Z. On peut écrire Z, c'est égal à 1 sur 2 V. Donc là, j'ai multiplié par des constantes positives. Le sens est gardé le même par rapport à V. Vous voyez que W et Z, ils ont le même sens. Maintenant, admettons que construire un vecteur H égale moins V. Moins V, c'est un vecteur qui a la même norme que V, la même direction, mais elle va aller dans le sens opposé. Ça, c'est moins V. Et pareil, si je fais moins de, par exemple, ici, je vois U, moins de U. Donc, c'est un vecteur qui a la longueur, la norme, 2 fois la longueur de U. Avec le signe moins, il va changer de sens. Donc, il va être dans le sens opposé. On peut voir les exemples qui sont donnés ici pour voir la multiplication par un scalaire. OK? Donc, en résumé, si j'ai un vecteur V et que je construis un autre vecteur W égale une constante k fois V, j'obtiens un vecteur, c'est le vecteur W, tel que la norme du vecteur W, ce sera la norme de k fois V, ce sera la valeur absolue de la constante k fois la norme V. C'est ça la norme du vecteur k fois V. Donc, voilà. Et le sens, bien sûr, donc la longueur, c'est ça, c'est la norme. La direction, elle reste la même, on a dit. Il reste à trouver le sens. Si k est positif, le vecteur W va garder le même sens que V. Si k est négatif, il va changer de sens. Il va être dans le sens opposé à V. Parlons maintenant de l'addition de vecteurs. La méthode qui est donnée ici, c'est la méthode du triangle. Okay? Donc, je vais essayer de donner les deux méthodes. Puis, on va parler de la relation de chasse par la suite. Donc, pour additionner deux vecteurs, on a dit que la position du vecteur dans l'espace n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est sa norme, c'est-à-dire sa longueur, sa direction et son sens.
Pour additionner deux vecteurs du point de vue géométrique, on déplace un vecteur pour que l'extrémité de l'un coïncide avec le début de l'autre. Là, je viens de déplacer W, j'aurais pu déplacer V. C'est la même chose. Et donc, le vecteur résultat de la somme, c'est le vecteur qui démarre là où démarre le premier vecteur et qui se termine là où se termine le dernier vecteur. Donc, voici le vecteur qu'on peut appeler V plus W. Ça, donc, c'est la méthode du triangle. La deuxième méthode pour additionner deux vecteurs, on appelle la méthode du parallélogramme, et consiste à faire la chose suivante. À déplacer le vecteur, on a dit que leur position dans l'espace n'a pas d'importance, donc je le déplace pour que les deux extrémités coïncident, les deux débuts de vecteurs vont coïncider. Ensuite, je trace un parallélogramme, c'est-à-dire un vecteur ou bien une droite parallèle au premier vecteur et une autre parallèle au deuxième vecteur, et le vecteur résultat de l'addition, et la diagonale du parallélogramme, et le sens bien sûr, le vecteur va commencer là où commencent les deux vecteurs. Donc la direction du vecteur somme, c'est la direction de la diagonale qui commence par le même point, le point de début des deux vecteurs V et W. Donc ça, on peut l'appeler le vecteur V plus W. Ça, c'est la deuxième méthode, la méthode du parallélogramme. Je viens de définir l'addition. Maintenant, pour la soustraction. Donc V, si je fais V moins W, donc c'est la même chose que V plus moins W. Donc, une soustraction, c'est une addition d'un vecteur avec l'opposé du deuxième. On a vu c'est quoi l'opposé d'un vecteur W. Okay, donc ça c'était W. On voit ici notre vecteur W. Son opposé, c'est ce vecteur-là, à peu près. Donc ils ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur, la même direction, mais il est dans le sens opposé. Donc faire la soustraction de vecteur, c'est la même chose que faire l'addition d'un vecteur et l'opposé du second. Donc on s'est ramené à l'addition de vecteurs, et on sait comment additionner deux vecteurs, soit par la méthode du triangle, soit par la méthode du parallélogramme. Donc c'est ça qu'on appelle ici la soustraction de deux vecteurs. U moins V, c'est la même chose que U plus moins V. Si dans le vecteur, on donne un nom au point qui est origine du vecteur, au point qui est l'extrémité du vecteur, par exemple, ici le vecteur V, on l'appelle le point A est le vecteur B, et le point B c'est l'extrémité, donc on peut dire que le vecteur V c'est la même chose que AB, c'est le vecteur AB, c'est pareil. Si j'ai un autre vecteur BC ici, le vecteur BC, qui est la même chose que W finalement, puisqu'on a un parallélogramme, donc on a la même longueur, la même direction, le même sens, donc BC c'est la même chose que W. On peut écrire la chose suivante, AB plus BC, c'est le vecteur AC. Ce qu'on appelle la relation de chasse. Donc AB, si l'extrémité du premier coïncide avec le début de l'autre, donc le vecteur résultat, c'est le vecteur AC. Donc AB plus BC, ça donne le vecteur AC. Concrètement, voilà, vous avez
AB plus BC plus BC, AB plus BC égale AC. Ce que je viens d'expliquer avec deux vecteurs, ça s'appelle la relation de chasse. Cette relation se généralise à plus que deux vecteurs. On peut avoir autant de vecteurs que l'on souhaite. AB plus BC, par exemple, plus CD, plus DE, plus EH, plus HZ. Ah, ça sera le vecteur AZ. Donc, par exemple, AB plus BC plus CD. Le résultat de cette addition de tous ces vecteurs, ça sera le vecteur AZ. Voici donc un petit diagramme à peu près pour la relation de chasse en 3 dimensions cette fois-ci. Mais c'est le même principe. À titre d'exercice, je vous demande d'essayer de trouver CA plus AB, non pas un seul vecteur, mais tous les vecteurs qui sont égaux à CA plus AB, tous les vecteurs qui sont à DA moins BA, tous les vecteurs qui sont égaux à FE plus AB plus GB. À titre d'exercice, je vous demande de mettre la vidéo en pause pour pouvoir faire le travail avant de continuer afin de voir les réponses. Donc mettez la vidéo en pause s'il vous plaît. Donc je donne les réponses sans trop de détails. Donc je vous laisse faire le numéro 7.2 à la lumière de l'exemple que je viens de faire. Parlons de la forme polaire d'un vecteur. Donc, un vecteur est désigné par sa norme, sa longueur, sa norme qui est égale à sa longueur, et un angle θ qu'on appelle l'angle polaire. L'angle polaire ici est que défini. Donc, ici, on parle de l'angle θ est appelé l'orientation. Donc, c'est l'angle polaire. L'angle polaire, elle est définie ici comme étant l'angle formé entre le vecteur U, le vecteur lui-même donc, et une droite passant par l'origine. C'est une division incomplète, c'est une définition incomplète. Ici, donc, l'angle polaire est construit de façon très précise. Donc, on démarre effectivement, on peut construire une droite horizontale au vecteur qui coupe le vecteur, donc un point qu'on va appeler O. On va donner un sens positif ici, on peut l'appeler comme le sens OX de notre plan cartésien. OX, il y a un sens positif ici pour les X, un sens positif pour les Y, c'est ce sens. Donc l'angle polaire, il est construit comme un angle
entre le vecteur et x en quelque sorte. Donc je démarre à partir de la droite horizontale, je vais dans le sens positif, de rotation positive, jusqu'à ce que je rencontre le vecteur v et j'obtiens θ. Voilà, c'est comme ça qu'on le construit de façon précise. Donc ce n'est pas ça θ, etc. Si le vecteur était ça par exemple, ce serait pas ça θ, c'est pas ça, parce que l'angle polaire par définition est toujours positif. On démarre toujours ici dans le sens positif. Et donc dans ce cas-là, l'angle polaire serait θ. Si le vecteur était celui-là, W, son angle polaire serait ça. Donc on peut l'appeler par exemple alpha. Ce serait cet angle-là. Donc cet angle-là. Voilà comment on construit donc l'angle polaire. C'est un angle toujours compris entre 0 et 2π, ou bien entre 0 et 360 degrés. Ça ne peut pas être négatif. Donc si jamais on a le vecteur W, c'est pas ça l'angle polaire. Ce n'est pas ça. Si jamais c'est ça le vecteur, donc la définition telle qu'elle est donnée ici, on dit c'est juste l'angle avec la droite. On pourrait penser à cet angle-là, mais ce n'est pas celui-là. Donc l'angle polaire, si c'était ça le vecteur, l'angle polaire, ce serait celui-là. Donc on démarre toujours de x positif en quelque sorte, voilà, c'est l'angle formé. Avec, si on ramène le vecteur à l'origine ici, à l'origine du plan, puisque c'est la même chose, on pourra dire c'est le vecteur construit en démarrant de l'axe des x positifs, en tournant dans le sens positif, jusqu'à ce que je rencontre le vecteur. C'est ça donc l'angle polaire d'un vecteur. Donc un vecteur est complètement caractérisé par sa norme et son angle polaire qui est l'orientation. Donc l'orientation désigne à la fois finalement à la fois la direction et le sens. Une fois on a précisé l'angle polaire, on connaît à la fois la direction et le sens de ce vecteur. Donc un vecteur pour lequel on connaît la norme, plus la direction, plus le sens, ce vecteur il est complètement connu. Donc exemple, tracer le vecteur suivant. Un vecteur de longueur 3 qui fait 180 degrés avec l'axe des x, avec les x positifs, c'est-à-dire son angle polaire est 180 degrés finalement. Un vecteur de norme 2 qui fait pi sur 2, un vecteur de norme racine de 2 et qui fait 315 degrés. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et tracer ces vecteurs avant de voir la réponse. On voit à peu près donc la réponse. Ici pour le vecteur W ici, l'angle 315 degrés. On a vu la méthode de triangle, la méthode de parallélogramme pour additionner deux vecteurs. On va voir qu'est-ce que ça donne lorsque le vecteur est donné sous sa forme polaire. Lorsque pour ce vecteur, on connaît sa norme, on connaît son angle polaire. Pas forcément l'angle entre les deux vecteurs, mais on connaît l'angle polaire. Avant de voir qu'est-ce que ça donne, on va d'abord définir l'angle entre deux vecteurs. Qu'est-ce qu'on entend par angle entre deux vecteurs? C'est le plus petit angle, donc il est positif, il est toujours positif, on le donne souvent positif, qui est entre les deux vecteurs lorsqu'on ramène l'origine des deux vecteurs au même point. C'est ça, l'angle entre deux vecteurs, donc par exemple vecteur U et vecteur W. On peut écrire l'angle entre U et V est égal à θ. Par exemple, θ c'est 35 degrés par exemple.
c'est la même chose que l'angle entre V et U finalement. Donc lorsqu'on parle d'angle entre deux vecteurs, on va pas dire il y a deux vecteurs, l'angle entre les deux c'est moins 35 ou quelque chose comme ça. On considère toujours quantité positive et on considère le plus petit angle. Okay? On va dire l'angle entre les deux vecteurs c'est 35 degrés. On va pas dire que c'est 325. L'angle c'est vraiment 35 degrés. Regardons à quoi ressemblait la norme ou bien le module du vecteur somme. Donc, on a d'abord le vecteur somme W qui est égal à U plus V. Considérons que l'angle entre U et V, on va l'appeler θ. On considère également la norme de U et la norme de V sont connues. Par exemple, la norme de U c'est A, la norme de V c'est B. La question qui se pose c'est comment déterminer la norme de U, la norme du vecteur somme. C'est égal à quoi? Ou bien la norme de U plus V est égale à quoi? Donc on a additionné les deux vecteurs avec la méthode du parallélogramme. Regardons de près les angles. On voit bien que l'angle θ, on le retrouve ici également, car les deux angles sont correspondants. Donc ça c'est la même chose que θ. Si ça c'est θ, alors cet angle, si on est en degré, ce sera 180 degrés moins θ. Voilà. Alors la question c'est de trouver la norme de W, c'est-à-dire la longueur du vecteur rouge. C'est ça ce que ça veut dire. Donc on voit bien que dans ce triangle, là, on connaît deux côtés, le côté A et B, on connaît l'angle 180 degrés moins θ, parce qu'on suppose que l'angle entre les deux vecteurs est connu. Okay? Donc on suppose que θ connu. Donc finalement, dans ce triangle que je viens de citer, on connaît deux angles et l'angle formé entre les deux. Donc la loi des cosinus s'applique. On pourrait écrire que la norme de W au carré, c'est-à-dire la longueur de cette diagonale au carré, ça sera A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus 180 degrés moins θ. Et vous pouvez passer à la racine pour trouver la norme. Dans ce que je viens de faire, on vient de trouver la norme d'un vecteur, sachant les normes des deux autres vecteurs et l'angle entre les deux. Donc là, je connais les normes de chaque vecteur et je connais l'angle entre les deux. L'angle entre les deux, c'est θ. Si j'ai ces informations, j'ai la possibilité de trouver la norme du vecteur addition. Donc cette quantité, c'est la même chose, c'est la norme du vecteur somme. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet angle-là, donc on va appeler alpha cet angle. On va voir est-ce qu'on est capable de calculer sa valeur. Il se trouve que dans ce petit triangle, donc on connaît tous les côtés, on connaît le côté A, le côté B. On vient de connaître le troisième côté qui est la norme de W. La norme de W ici, sa norme. Donc on connaît ce côté. Et on connaît un angle. Normalement, on connaît trois côtés et un angle dans ce triangle. Donc, il y a un moyen de trouver les deux autres angles, celui-là et celui-là. On peut les calculer, que ce soit avec la règle des sinus ou la règle des cosinus. Donc, je vais donner la valeur de alpha, qui nous intéresse finalement. C'est l'angle que fait W avec le premier vecteur. On obtient le résultat suivant, que je vous demande quand même de vérifier. Je l'ai fait avec la loi des cosinus. J'ai appelé la norme W, sa longueur donc, du vecteur W, sa norme. Je l'ai appelé C, ici. La loi des cosinus dit que donc, A carré, ce sera B carré plus C carré moins 2BC cosinus alpha. C'est l'angle alpha qui nous intéresse. Donc on peut l'obtenir par arc cosinus. Et voici le résultat. Finalement, lorsqu'on connaît deux vecteurs par leur norme et l'angle qu'ils font
qu'il y a entre les deux, on est capable de trouver la norme du vecteur somme, qui est donné ici. On peut connaître aussi l'angle que fait le vecteur somme avec l'un des deux vecteurs. Si on connaît l'angle avec l'un, on peut connaître bien sûr l'angle qu'il fait avec le deuxième, vu qu'on connaît θ. Ici, donc, je préfère utiliser la loi de cos, parce que je vais résoudre l'équation cosinus égale une constante, ce qui va nous donner une solution entre 0 et 180 degrés. La deuxième solution va dépasser 180 degrés. Comme on est à l'intérieur d'un triangle, on ne va pas prendre la deuxième solution. Donc on prend directement arc cosinus. Et c'est plus intéressant que d'utiliser la loi des sinus. Si j'utilise la loi des sinus ici, l'équation sinus x, sinus alpha égale une constante, va nous donner deux solutions. Et donc elle va nous donner deux solutions. Comme ici, tous les côtés sont positifs, donc la première solution va être entre 0 et pi sur 2. Et la deuxième solution, il risque donc d'être entre pi sur 2 et pi. Et comment on exclut la deuxième solution? Dans ce cas-là, on va l'exclure parce qu'elle va dépasser θ. La deuxième solution va dépasser θ. Donc pour éviter ça, directement, on utilise la loi des cos et on donne une seule solution pour la fonction cosinus alpha égale une constante, parce qu'on sait que la deuxième va dépasser 180 degrés, et dans un triangle, on ne peut pas dépasser 180 degrés. Revenons donc à l'addition de vecteurs qui sont donnés sous leur forme polaire. La somme de vecteurs donnés en forme polaire, c'est vraiment pas adéquat. La forme polaire n'est vraiment pas adéquate pour additionner des vecteurs. En général, il faut passer par la forme cartésienne. On va voir ça au chapitre prochain. Mais étant donné qu'on ne connaît pas la forme cartésienne, ou la forme algébrique d'un vecteur, on va essayer quand même de trouver la solution, c'est-à-dire de trouver le vecteur somme sous sa forme polaire. Trouver la norme du vecteur somme et trouver son angle polaire. On va essayer de donner une solution qui se base donc sur la méthode du parallélogramme ici. Donc on vient voir en bleu le vecteur V, finalement. 30 degrés, son angle polaire. L'angle en UC, il fait 45 degrés. Ceci va nous permettre de trouver l'angle entre les deux vecteurs. L'angle θ, c'est 45 degrés finalement. Donc on connaît l'angle entre ces deux vecteurs. On connaît également la norme du vecteur. Ainsi donc, on voit que si je prends le triangle OBC, si je prends le triangle OBC, je connais le côté OC, c'est égal à 3, parce que c'est la norme du vecteur V. Je connais le côté CB, ça fait 2, parce que c'est la norme du vecteur U. Là, il reste le vecteur rouge, qui est en fait ce qu'on cherche, c'est-à-dire le vecteur W, la somme. On souhaite connaître sa norme. L'angle C, on le connaît, l'angle OCB si vous voulez. Cet angle, on connaît sa valeur. Donc ce sera 180 degrés moins θ, 180 degrés moins 15. On a vu comment obtenir cet angle. Si on peut l'appeler alpha, bon, on va laisser comme ça. 180, donc c'est 165 degrés. Maintenant, on applique la loi des cosinus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans l'exemple que j'avais donné. Donc la loi des cosinus. Loi des cosinus. Dans le triangle ce qui permet donc d'obtenir la norme de W qui est égale à 4,96.
On applique également la loi, donc on vient de trouver finalement la norme de ce vecteur. On applique la loi des cosinus toujours pour trouver cet angle-là. Si on trouve cet angle, on va lui ajouter simplement cet angle qui est égal à 30 degrés pour trouver l'angle polaire de W. C'est 30 plus ce petit angle du triangle. C'est ça qui va donner l'angle polaire de W. Donc la loi de cosinus toujours dans le triangle, comme on l'a fait dans l'exemple précédent, on obtient, on va appeler cet angle alpha. Donc A au carré, c'est ce 2-là, c'est A, égale B au carré plus la norme rouge, la longueur, c'est la norme du vecteur W. On va noter tout simplement W. Donc W, c'est la, on va noter ça quoi? La norme du vecteur W. On va le noter comme ça. On vient de trouver ici que c'est égal à 4,96. Donc on connaît tous les côtés du triangle OCD finalement. L'application de la loi des cosinus va donner, on trouve à peu près 6 degrés. Je demande de faire un check sur ces calculs, parce que je les ai fait une seule fois. Merci de vérifier ça, de me tenir au courant si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas. Finalement, donc on vient de terminer la deuxième étape. La première étape, c'est de trouver sa norme. La deuxième étape, c'est de trouver l'angle polaire. En fait, on n'a pas terminé, on n'a pas trouvé l'angle polaire, on a trouvé cet angle alpha. C'est l'angle qui est ici, le petit angle ici, ce triangle. Donc l'angle polaire, il faut lui ajouter 30 degrés. Voilà donc, vous voyez bien que c'est assez fastidieux quand même. Alors qu'avec la forme algébrique du vecteur ou la forme cartésienne, c'est beaucoup plus facile que ça. Pour la deuxième, donc c'est ce que j'ai fait, la méthode du parallélogramme. Donc c'est le même exercice. Si la méthode du triangle, on aurait pu faire d'une autre manière, choisir des angles différemment, mais c'est toujours la loi des sinus et la loi des cosinus. Donc on se retient à une seule solution pour ce problème. Encore une fois, je vous demande de vérifier les calculs que je viens de faire ici, et je vous remercie à l'avance.